Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. On se retrouve pour un épisode normal. Et oui, aujourd'hui, on fait les conseils de classe. Et oui, retour du conseil de classe, et c'est la NL Central, conseil de classe 2025 de notre cher NL Central. À la présentation, Julien, et pour ce podcast hebdomadaire, pour m'accompagner, mon fidèle compagnon, Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Ça va et toi, fidèle Hum, compagnon? On dirait que je suis un Ça va, clébard, tu sais. c'est un peu ça. Euh, Bon, Et conseil de classe? c'est showtime en ce moment avec toi, hein. Tu nous as pondu une bonne idée là, franchement, c'est génial. Et Génial. aucun retour dessus, c'est magnifique. Un seul, mais c'est Mais dites-nous si ça vous plairait, dites-nous. Le J a fait qu'à sa sauce comme d'hab, hein. Oui, ben ça leur plaît, allez on y va. ça leur plaira ou pas. On verra bien. Bon, on espère que ça vous plaît en tout cas. Voilà, on a encore pas mal de cases là. On en a enregistré des en avance et il y en a Mmh. quelques-unes. Bon, rassurez-vous. Oh, il y a au moins pour 10 jours. Eh, C'est déjà ça. c'est le conseil de classe. Oui, c'est le conseil de classe. Allons-y, NL Central. On démarre tout de suite, On ou démarre tout de pas? suite, pour, la division Est de la Ligue nationale des pinces. La division Est, mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans la division Central. Oui, pardon, division Central, pardon. Des Eh, tu m'as fait pinces? flipper. Ouais, des Oui. pinces, des pinces, des pinces. Les pinces de l'ANL. Bon, comme, je revêtis le ça se dit ça, je revêtis? Ouais, enfin, je revêtis le costume du professeur principal et Jérémy, celui du prof de PS, hein, comme d'habitude, Ouais, dans comme d'hab, ouais. son Ouais, ouais. plus beau jogging, synthétique, Adidas, heu, son paquet de clopes et sa bière. Voilà, Adidas, c'est la marque dans Le Petit Spirou. c'est ça, ouais. Madame Chiffre, oh, qu'est-ce qu'elle envoyait Madame Chiffre? J'aurais été trop fort en maths si je l'avais eu. Ouais, Heu, moi aussi. Allez, on bon bref, commence? peu importe, on y va. Ouais, c'est parti. Allez, Allez. Milwaukee Brewers qui arrive premier, une saison globalement, on va dire, sensationnelle pour les Brewers, qui établit un nouveau record de franchise avec 97 victoires en une saison, surpassant les équipes de 2011 à 2018. À l'instar de ces 2 dernières années, les Brewers atteignirent, quand même, les playoffs et par contre, la saison s'achèvera face aux futurs playoffs futurs vainqueurs des séries mondiales, comme tu dis, voilà. Allez, côté positif, il y en a eu plein cette année. Ils ont remanié leur effectif de lanceurs, surtout avec Corbin Burns et Devin Williams qui sont partis et ils ont été remplacés par une nouvelle génération de jeunes talents menée par un certain Jacob Misiorowski. On l'a vu, ça a été un jeune lanceur de 23 ans à une balle rapide assez exceptionnelle. Il a fait une entrée fracassante sur la scène du baseball en juin. Il s'est imposé comme un lanceur dominant et prometteur. Il a retiré 19 frappeurs en 16 manches en juin, ce qui lui a valu une sélection inattendue. Je sais que c'est l'école des fans pour toi, mais quand même, pour le All-Star Game, ça récompense quand même certains joueurs dont les individualités sont remarquables quand même sur cette période-là. Je nommais rapidement The Miz, il a quand même des faiblesses, mais on y reviendra peut-être plus tard. Ils ont réussi aussi un excellent coup avec Quinn Priester, pareil, toujours un lanceur avec une balle plongeante qui est assez comment dire, nasty, comme on dit. Acquis en début de saison en provenance de Boston, il s'est avéré l'une des meilleures acquisitions en cours de saison. Et le joueur de 25 ans, il a remporté 13 matchs avec un, on va dire, parfaitement intégré à une solide défense pour moi. Les Brewers, voilà, ils ont également eu des bons résultats avec Chuck Patrick et Logan Henderson. Du côté de Freddy Peralta, il a été non seulement encore excellent avec Milwaukee, on l'appelle Fastball Freddy. Il a provoqué le deuxième plus grand nombre de courses, 189, avec sa balle rapide, à 4 coutures. Voilà pour les lanceurs. Donc un savant mélange de lanceurs et surtout la qualité offensive que l'on va voir maintenant. Christian Jelic, toujours le vétéran, toujours là dans les bons coups, avec une ligne de stats de 264, 343 en présence sur base et 452 et 29 home runs. Voilà. Les jeunes talents, ce sont eux qui ont véritablement brillé chez Milwaukee. Brice Tourang,
Isaac Collins, Caleb Durbin, Jackson Chorio. Tout ça font que voilà, les Brewers, ils ont su engranger des victoires vraiment incontestables cette saison et ils ont su augmenter leur niveau de jeu. On arrive, ils sont pratiquement à 100 victoires. Une saison à 100 victoires en baseball, c'est quand même assez rare pour souligner et exceptionnel. Donc voilà pour moi le début des côtés positifs. Peut-être que tu rajouteras des choses plus tard, Julien. Oui, j'ai oublié l'arrivée d'Andrew Vaughn, qui a été quand même assez comment dire, salvatrice pour l'équipe. Ils étaient déjà bien, mais là franchement, on a eu une très très bonne acquisition. Voilà. Au niveau du mauvais, qu'est-ce qu'on peut le dire? Il n'y a pas eu beaucoup de points négatifs cette saison pour les Brewers, si ce n'est que voilà, ils ont été déchus face aux futurs vainqueurs des World Series, les Dodgers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être Brandon Woodruff, qui a eu une déchirure au grand dorsal et qui a mis fin à sa saison en 2025 en septembre. Alors peut-être qu'avec lui, ils auraient peut-être pu avoir une cartouche en plus au niveau des lanceurs sur ça et peut-être rivaliser rivaliser encore plus avec comment dire avec Los Angeles. Au niveau de l'attaque, Joey Ortiz a connu une baisse de régime significative au bâton. Il a frappé vraiment hors de la zone de strike 33% du temps, ce qui fait quand même beaucoup. Il a néanmoins réussi de nombreux contacts qui se sont montrés très utiles en défense, mais par contre, voilà, sa ligne de stats était un peu à désirer. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs pour Milwaukee parce que franchement, on sentait vraiment une équipe qui était en osmose, il y avait une équipe, il y avait une team, il y avait une alchimie dans cette équipe. Malheureux vaincus, voilà, ils sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, les Dodgers. Donc pour moi, Milwaukee, c'est un A. Un A. Tu dois ta D'accord. gueule. Non, déjà, tu leur as mis 100 victoires. Ils sont qu'à 97. Oui, j'ai dit 97, je me dis, ils sont proches des 100 victoires. Ah, proche des 100 victoires. À ça, tu peux Voilà. ajouter. On va pas les ajouter. Il y a 6 victoires. Tu sais pas si. Je rappelle avant le All-Star Break et après le All-Star Break. Hein, les 2 sweeps face aux Dodgers Oui, pour se faire oui, sweeper face aux vrais Dodgers. Ces victoires-là, je les mets entre parenthèses. Elles sont là, certes. Bon, 6 victoires sur elles sont 162 acquises. matchs, tu vas me dire, c'est pas beaucoup et en même temps, pour certaines équipes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Heu, Ça peut jouer une qualif. oui, on le verra d'ailleurs dans cette, division, ça joue une qualif. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une équipe qui cale en playoff. Tu vois? Un B, c'est bien? B+? Allez, B+, 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 B+. Je mets B+. B+. Je Allez, mets bah B+. B+, alors. Je mets B+. Tout n'était pas parfait, mais voilà. L'arrivée de Voigt a été vraiment significative par contre. Renaissance. Bref, j'en arrive moi à mes conseils pardon, pour les Brewers. À mon sens, il faudrait ajouter un starter vétéran, fiable pour sécuriser la rotation parce que tu l'as dit, The Miz, Priest, il y a Henderson aussi qui offre énormément de potentiel à la franchise. Ça reste jeune et encore irrégulier. Départ probable de Woodruff et Quintana, sans doute. Peralta certes reste, mais il Ouais, faut quelqu'un qui soit capable d'absorber les 160-180 manches qu'un starter va offrir. D'éviter les séries de surmenage, de stabiliser une rotation en cas de slump des jeunes. Donc un profil type Cal Gibson ou Seth Lugo, ça pourrait être pas mal sur du short terme. Ça ferait parfaitement l'affaire. Il faut réduire aussi, pour moi, la dépendance à des breakouts difficilement reproductibles. Collins, Voigt, Frelick, beaucoup de joueurs ont réalisé leur meilleure saison en même temps. Mais il faut aussi prévoir que ces joueurs peuvent aussi avoir un effondrement en même temps. Donc il faut renforcer le banc, ajouter un peu de bâton à tout ça, voir capable d'allumer des gens capables d'allumer des étincelles en cas de baisse de forme générale. Bref, une équipe qui joue le titre ne peut pas dépendre de 4 ou 5 miracles statistiques.
C'est un peu ce que je te dis avec ces 6 matchs gagnés. Joe Ortiz, tu en as parlé, il faut clarifier. Il reste, il part, qu'est-ce qu'on fait? C'est un excellent défenseur, mais avec un OPS à 593, c'est plutôt un boulet dans le line-up. Alors 2 options, soit tu lui offres un encadrement offensif vraiment ciblé, soit tu ajoutes un batteur droitier, qui puisse prendre du temps de jeu, contre les gauchers. Donc Milwaukee n'a pas besoin d'un All-Star, mais comme encore une fois, c'est un joueur juste pour ce rôle-là, tu vois? Il faut préparer la montée en puissance de Jackson Chourio dans la même, dans la même idée, hein, c'est qu'il va falloir le protéger aussi parce qu'il peut être la clé pour Milwaukee de passer d'un bon club à un prétendant. Donc il faut protéger un peu son bâton, de la stabilité défensive autour de lui et un rôle clair, center field ou right field. Et puis sa gestion physique, parce qu'on a vu qu'il avait été sujet aux blessures. S'il devient un joueur avec un OPS à 800, 820, le plafond de l'équipe change complètement. Il faut améliorer la profondeur pour ne pas s'écrouler en octobre. Ça, je l'ai dit, c'est un banc plus profond, un 5e starter vraiment fiable et un relais supplémentaire dans le bullpen pour ne pas surcharger Uribe McGill en fin de saison. Milwaukee, c'est une machine en saison régulière, mais pour l'instant, en octobre, ça fait 2 saisons de suite qu'ils déçoivent. Puis maintenir cette culture Brewers Way. Le front office, c'est l'un des meilleurs de MLB avec un développement interne propre, un scouting nickel, des trades intelligents. Donc maintenant, il faut ajouter à ça un peu de muscle, la gestion de la fatigue, la profondeur du roster et l'adaptation stratégique en playoff. Parce que c'est un peu trop rigide cette année. Milwaukee doit apprendre à gagner les matchs qui comptent. Voilà. Bah, très bien, parfait. Bon, bah là, enchaîne alors. Les Allez, on Cubbies. enchaîne. Les Cubbies. Les Cubbies, hein, pas mal, hein, je trouve, hein. Allez, les Cubbies, 92 victoires, 70 défaites. Alors, qu'est-ce qui va pas avec eux? Ils ont déjà mis fin à une longue disette en playoff. Ils ont remporté donc 92 matchs. Cependant, voilà, comme on a vu, donc ils se sont fait écrouler contre les Brewers de Milwaukee en playoff. Mais par contre, en saison régulière, alors on a eu quand même quelques bons cas, on a eu quand même quelques bonnes idées sur l'attaque, sur les lanceurs. L'attaque des Cubs a quand même été la plus redoutable pour moi sur une majeure partie de la saison 2025. Je sais pas si tu me rejoins. Ils ont terminé quand même la saison régulière au 4e rang pour le pourcentage de coups sûrs, donc puissant. Et ils sont parmi les 10 meilleures équipes pour les home runs et les points marqués. C'est Le dû à succès, un début de ce saison succès, oui, un remarquable. début de saison remarquable, mais c'est une grande partie quand même qui est attribuée à une formation offensive entièrement remaniée, avec des noms comme Kyle Tucker, Michael Bush, 34 home runs cette saison, Seiya Suzuki, 32 home runs cette saison. Tous les deux, ils ont établi un record perso de home run. Suzuki, on va revenir avec lui, il a été des principaux, on va dire, bénéficiaires pour l'équipe. Il était en tête des ligues majeures au niveau des points produits au moment des All-Star Games. L'autre révélation, le monsieur à la comment dire, capillarité assez débordante, PCA, Pete Crow Armstrong, qui a été la révélation des Cubs cette saison. Il rejoint le club des 30-30, puisqu'il finit avec 31 home runs et 35 buts volés. Grâce à sa vitesse exceptionnelle, il a excellé aussi en défense au champ centre. Il y a 2 saisons, c'était pas trop le cas, même l'an passé, voilà. Donc il se positionnait un peu plus, loin dans sa zone de frappe quand on le voyait et il arrivait quand même à faire des extra bases hits, pratiquement tous les matchs. On va y revenir sur Crow Armstrong parce que tout n'a pas été rose, on va dire, cette saison. Vous ajoutez Nico Horner qui a totalisé 178 coups sûrs et qui figure parmi les meilleurs frappeurs. Carson Kelly, pareil, qui a réussi 31 coups sûrs de plus sur cette saison par rapport à l'année dernière. Voilà pour la qualité offensive de l'équipe. Alors, je sais pas si tu vas me rejoindre, mais on va dire sans ces quatuors, même ces 5-là, après le reste, ils ont un peu, on va dire, bricolé avec les autres joueurs en fond d'alignement. Ouais, surtout avec des jeunes. Mais Voilà. c'était le moment de le faire. Enfin,
Ça tournait bien, c'était solide, donc du coup, c'était le moment de lancer et de tester des choses. Mais oui, c'est un peu du bricolage, oui. Voilà. Donc, alors attends, faut que je retrouve ma fiche, je l'ai perdue. Super, vas-y, on a que ça à faire. Hop, alors voilà. Donc du coup, on passe au lanceur. Kyle Orton, Chicago, ils ont trouvé vraiment le futur de l'équipe, qui était un ancien choix d'Oklahoma. Il a été promu en mai et il possède un véritable arsenal digne des meilleures analyses qu'on pu voir sur ESPN. Malgré cela, il a quand même des statistiques de très bonnes recrues, notamment sur les lancers parfaits et aussi le lanceur droitier a été performant dans la WOBA et dans les rats surtout. La WOBA? Hormis, ouais, je t'en reparlerai après. Les Cubs aussi, ils ont beaucoup compté sur Matthew Boyd, qui a accumulé près de 190 manches lancées entre la saison régulière et les playoffs. Sélectionné au All-Star Game, encore une fois, il a largement déstabilisé les frappeurs grâce à sa balle rapide, 4 coutures. Voilà. Quant à la relève, euh, peu connue du grand public, on aura Caleb Tilbar, Chris Flexen, Drew Pomeranz et on a Brad Keller qui a affiché une moyenne de points mérités assez supérieure à la moyenne et il s'intègre parfaitement au rôle de releveur. Voilà. Donc, Chicago, ça je l'ai lu sur un article, il a semblé également avoir trouvé son futur releveur en la personne de Daniel Palencia, qui a réussi à faire 22 sauvetages et à succéder à Ryan Presley. Est-ce que toi, du côté des lanceurs, tu as pu voir une amélioration ou c'est ce qui a pêché et on verra dans le négatif après par Pour rapport à... moi, Ouais, le bullpen, il est à chier, déjà de voilà, une, il n'y a eu ok. pas de profondeur. Mhm, Je suis d'accord avec toi avec Palencia, c'est un closer crédible, mhm. mais derrière, il n'y a plus rien. Après, tout le reste a plus de 35 ans. Tu veux faire quoi? J'y reviendrai après, hein. Qu'est-ce que Pour tu as contre les gars à 35 ans? rien, mais ça manque un peu de peps. Et puis Ok, c'est monotone. Après, je reviendrai après sur les conseils pour la rotation des partants. d'accord. Alors dans le négatif, l'attaque globale des Cubs, en fait, se classait dans la première moitié de la ligue en début de saison. Par contre, dans la deuxième moitié, ils étaient 16e en termes d'OPS et 20e place en termes de points marqués, 281. On a vraiment connu un petit déclin après le All-Star Game finalement. Il y a eu les difficultés de Crow Armstrong aussi, où on s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il a dû manger quelque chose de pas frais. Euh, En fait, il a eu des difficultés dans les retraits, ça l'a rattrapé. Il a totalisé 63 K en deuxième moitié de saison, celui qu'il a placé parmi en fait, les frappeurs en plus forte baisse au niveau d'OPS, voilà, Après, entre la première partie et la deuxième partie. c'était sa deuxième saison aussi, hein. Ouais, ouais. Compliqué Après, pour lui. ces difficultés, ça se poursuit en série éliminatoire, hein, avec une ligne de frappe de 118, 167 et 118 hein, sur les Division Series. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de fatigue physique Il y a la fatigue physique. et de fatigue mentale sur le joueur parce que finalement, en fait, là, quand on arrive au moment du déclin, si tu regardes, il a fait Ouais. sa première saison complète, on va dire, en faisant 2024 et 2025. En- Et là, on arrive à un moment où on lui dit tu as fait de grosses choses. Maintenant, tu vas être le fait. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, il y a une pression de dingue. Donc, ouais. ça a dû être un moment assez difficile pour lui. En fait, la deuxième partie de saison des Cubs, ça a été vraiment en dents de scie parce que même Kyle Tucker, ça s'est terminé sur une note amère. Il a connu vraiment un creux en août. Il a été placé sur la liste des blessés en fin de saison. Il est revenu juste à temps pour les playoffs et a réussi quand même 7 coups sûrs en 8 matchs. Mais cependant, voilà, Chicago s'est fait blanchir face aux Brewers. Sur le monticule, pareil, c'était pas terrible. Comme tu as dit, des problèmes de profondeur, tant au niveau des releveurs que des lanceurs partants. Ils ont recruté Kittredge, Taylor Rogers pour renforcer le secteur, mais voilà, Ryan Presley arrivé durant l'intersaison, il n'a pas brillé non plus à Chicago. John Steele, pareil, ils l'ont perdu en début de saison. Ben Brown, qui n'a pas encore connu de succès, bah voilà, il partant sans un. Managa aussi, blessé la plus grosse Ouais, partie de la saison. ouais, Du voilà. mal à revenir. Shota Imanaga, pareil. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, ouais, c'est pareil. J'ai pas entendu. C'est vraiment une source d'inquiétude pour Imanaga avec cette blessure. En fait, parce qu'il il a concédé 24 home runs sur sa balle
on va dire sa balle signature quoi finalement et pour lui c'est vraiment vraiment remis en question. Donc comme tu l'as dit, les Cubs c'est vraiment de la daube sur de la profondeur des releveurs et l'attaque en dents de scie en deuxième partie de saison. Voilà. Et la fatigue surtout mentale et physique qui s'est accumulée je pense jusqu'au mois de septembre. Mmh. Pour certains joueurs, ouais. Bon, allez, ta note du coup? Les Cubs je mettrais un C+ quand même. Oh, tu es méchant. Pour le coup, je les aurais relevés, tu vois? Un B-. Ah d'accord. J'y ai Oui, pensé mais je me suis dit ce serait trop gentil pour moi mais non, un B- parce que finalement, alors oui, certes, on avait beaucoup d'attentes quand on a vu ce qui s'est passé, mais quelque part, ils y ont répondu dans le sens où ça a été une équipe, qui a vraiment donné le ton en attaque par rapport à l'année précédente. Il y a mmh, vraiment eu un progrès, parce que si tu te souviens, l'année précédente, c'était plutôt la rigolade, hein, oui, mis à part, Imanaga derrière, Pissier en effet qui sortait, Bellinger qui nous faisait une bonne saison, mais tout ça, il y avait beaucoup de enfin Bellinger qui faisait une bonne saison parce qu'il arrivait en fin de contrat et que c'était le moment pour lui d'aller choper quelque chose ailleurs. Enfin voilà. Bref, c'était pas foufou 2024 et là 2025, il y a eu pour moi une certaine stabilité finalement, dans le line-up, surtout dans le line-up. Après, comme tu l'as dit, le bullpen et la rotation, la starting rotation n'a pas forcément, suivi, mais dû à des blessures. Donc voilà, je pense qu'un petit B-, c'est pas négligeable. Et puis ils ont d'accord. dépensé un petit peu. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Ils sont quand même allés en série éliminatoire. Voilà. Tout à Bon, fait. ils se sont pris une rouste. Et puis voilà. Ils sont allés à Cancun plus rapidement que les autres. Mmh. Bon, Ou ils allez, ont B-. rejoint les autres à Cancun. B-. Mmh. B-, ouais. Bon, ok. Mes conseils, priorité absolue, c'est de trouver un vrai ace, un starter de premier plan parce que la rotation des Cubs a du potentiel, hein, tu l'as dit. Horton, c'est un phénomène, mais il est jeune. Tellon, c'est pas mal. Rea, c'est plutôt du 4-5. Boyd, moi, je suis pas fan. Pour moi, c'est du 4. Voilà. Steele, il va revenir de blessure. Imanaga a été re-signé. Bonne chose. Mais pareil, maintenant, vu ce qu'il a fait cette saison, je le vois plus en 2 qu'en 1. Donc à eux d'aller chercher, un mec qui garantit 180 innings et une ERA stable. Et ça peut changer la trajectoire immédiatement en 2026. Ça réduit la dépendance aux jeunes, ça évite de revivre l'effondrement que tu as dit en août et septembre. Donc, le but, c'est d'amener Chicago au niveau des Brewers. On l'a dit, il faut une reconstruction complète du bullpen. On garde Palencia, mais parce que derrière, il n'y a plus rien. Il faut un setup fiable, un deuxième bras peut-être pour les late innings et un gaucher capable d'avoir un rôle stable parce que il n'y a pas de gaucher. Tu vois, c'est là où je te dis les 35 ans, c'est que ouais, il y a des gauchers, mais le problème, c'est que c'est du bricolage de bullpen. À mon avis, c'est le deuxième point le plus urgent, hein. En octobre, ils ont manqué de levier pour verrouiller les matchs serrés, tu vois. Ouais, ouais. C'est ce qui s'est passé. Il va falloir aussi remplacer Kyle Tucker intelligemment parce qu'on le sait tous et on le savait déjà depuis l'année Depuis qu'il a dernière, été tradé. il va pas être signé et ça va faire un trou massif en termes de Ouais. puissance, de discipline, de leadership offensif. Hem, Casey peut devenir un bon joueur, mais on remplace pas Tucker par un jeune prospect. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Donc il faut, Ah bah, l'écart sera grand hein, quand même hein, entre celui qu'ils vont recruter et Kyle Tucker qui partira. bah C'est oui, sauf indéniable. si tu vas rechercher un profil type, Schwarber. Pourquoi pas faire revenir Pourquoi pas? Bellinger? Why not? Voilà. Il faut un DH, outfield, power first. Pas du contact, on va chercher du power. Un DH. Alors attends, tu m'as dit quoi? Un DH outfield, power Bah, first. Schwarber. Ok, ok, bah Schwarber quoi. Voilà, voilà. Il faut consolider la Dis-moi qu'il te faut Schwarber sans dire Schwarber. ouais, il faut consolider la progression de Macho aussi. Heu, il a été catastrophique, lors de la première moitié, mais finalement dans la baisse de régime de l'effectif, bah, il a eu une excellente deuxième partie de saison.
Il faut investir sur son développement et lui définir un rôle clair en troisième base. Moins de pression en début de saison. Shaw, ça peut devenir un troisième base avec un OPS entre 780 et 800. Mais si ça arrive, pareil, Chicago change de dimension. Mieux protéger PCA et Suzuki, ça va de soi. C'est donc renforcer la profondeur de l'outfield, on en a parlé précédemment, et créer une structure autour de PCA pour le faire un peu respirer et utiliser sa vitesse sur base. Et voilà, Ouais. maximiser après, ça va être le rôle d'Imanaga, le maximiser. Je t'ai dit, pour moi, c'est un deuxième et il faut l'utiliser en vrai numéro 2 dans ta rotation de starter. Ça Ok. peut être un métronome parce qu'on le sait, il a déjà montré. Et puis surtout, il faut que Consuel change aussi un petit peu parce que le Secret Squirrel des rotations, ça suffit. Donc il faut mieux anticiper les séries, être moins rigide dans l'utilisation des starters. Et voilà, un petit peu comme Tito Francona, justement. Ah, t'as vu ça la transition? Allez, c'est tout pour Eh moi oui, pour les. Tito, on va passer avec Tito, effectivement. On va passer aux Reds de Cincy. Alors, ils ont remporté leur troisième équipe dans le positif dans cette NL Central. 83 matchs, 79 défaites. Première, donc pour la saison, une première pour la saison de Terry Francona à la tête de l'équipe. C'était quand même 6 victoires de plus qu'en 2024. Grâce à l'effondrement, on le verra quand on fera le conseil de classe de la National League East, à l'effondrement des Mets en fin de saison, les Reds se sont qualifiés de justesse pour les séries éliminatoires. Cincy est devenue la première équipe depuis la modification du format des séries à remporter moins de 84 matchs et à atteindre les phases finales. Leur saison s'est mal terminée en série éliminatoire face à l'ogre Dodgers, c'est sûr. Mais, tu sais très bien ce qu'on a dit du mal d'eux en début de saison dernière, Ce que j'ai dit surtout. ce que tu as dit surtout, ouais. Cela constituait quand même, sur ce qu'ils ont fait cette année, un grand pas en avant. Les points positifs. Il n'y a pas de point fort particulier, cependant, Cincinnati a un groupe hyper soudé par ses individualités. Je vais m'expliquer. Ils avaient suffisamment de ressources pour franchir la ligne d'arrivée et se qualifier pour les playoffs. Là où ils ont vraiment progressé par rapport à 2024, c'est au niveau de leur lanceur. Cette année, ils ont pu aligner une excellente rotation et faire preuve de constance jusqu'en fin de match. J'espère que tu vas pas me contredire. Allez, Hunter Greeny. Lorsqu'il était en pleine forme, il était l'as de l'équipe, d'accord? Mais il a retiré quand même 132 frappeurs sur 107 manches lancées. Nick Lodolo, pareil, 156 frappeurs retirés sur 156 manches lancées. 27 ans. Il excelle avec un arsenal hyper polyvalent. Brady Singer, Andrew Abbott. Tout ça, voilà, c'est les lanceurs que je vais t'énumérer, c'est vraiment tout ce qui était positif. Emilio Pagan et Connor Phillips. Ça a été vraiment la clé. Emilio Pagan aussi pour Cincy parce qu'il a enregistré 34 sauvetages cette saison. Et bonne nouvelle. Et bonne nouvelle. Bah, Pagan, t'as pas vu? Il a re-signé Oui. Ah, à j'ai pas vu encore. Eh Il ben, a il a re-signé à re-signé. Cincy? Il C'est a pas re-signé. vrai. Si, si, c'est vrai. Oh là là. Eh ben voilà, tu vois, ils ont reçu capitaliser un peu la confiance qu'ils ont eue envers lui. Du côté de l'attaque, alors, les résultats mitigés. Par contre, les véritables révélations de la saison euh, ont été Austin Hayes, Noelvi Marte et Miguel Andújar. Est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à ça? Ouais, plus ou moins. Oui, oui, si, si. Miguel Andújar, quand même, on en a parlé. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il a été acquis des Athletics avant la date limite. Par contre, voilà, la ligne de slash, je sais qu'on en retient par ailleurs nous-mêmes dans First Pitch, mais quand même, 359, 40% sur base et un OPS à 944 en tant que raid. T'imagines un peu? Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, en résumé, allez, les points forts, mais qui ont été quand même une osmose pour l'équipe. Les lanceurs, individuellement, voilà, très très bons. Et aussi au niveau de l'attaque, en fait, ça a été un tout, des très bonnes individualités qui ont su quand même être présents collectivement et du coup arriver à cette fameuse carte de 83 victoires. Voilà. Le mauvais, qu'est-ce qu'on peut dire du mauvais?
Sur le papier, c'était très prometteur. Par contre, les jeunes joueurs, ils devront désormais rattraper, on va dire, les vétérans de l'équipe d'ici 2026. Tu connais Christian Erkanation Strand? Tu Ouais, on connais? en a parlé. Ouais, Encarnacion, voilà. donc on a Handicapé par les blessures en 2024. Il a vu de nouveau son temps de jeu limité en 2025. Voilà, ça a été quand même assez compliqué pour lui. ouais, mais le peu qu'il a fait, il a quand même été présent. Bon, bref. Oui, 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 d'accord. Matt McLean, quant à lui, pareil, 2024 saison manquée également. Il a disputé 147 matchs sur les 162. Par contre, au niveau offensif, c'est moins bien que ses coéquipiers, et surtout ces 2 ans où il a joué auparavant. Elie de la Cruz, il n'a pas connu une mauvaise saison, mais bon, Il on est a loin vu de ma mieux. 2024. Voilà, voilà, on est d'accord sur ça. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire sur les Reds au niveau des points négatifs, parce que finalement en soi on n'attendait pas forcément qu'ils soient dans le positif, mais même qu'ils se qualifient pour les séries éliminatoires. Voilà, pour moi ça serait allez, un petit C+ quand même. Je suis d'accord sur le C, le plus. Ah, Moi, ils Le m'ont plus, surpris. le plus parce Non, que c'est positif et ils se qualifient. ouais, allez, plus. Ouais, c'est plus. Non, de toute façon, ils m'ont surpris parce que je les voyais pas là, d'accord? Ils m'ont surpris, donc c'est plus. Mais la grosse mention plus, pour moi, c'est Francona. Pour moi, c'est le manager de l'année dans l'ANL, c'est tout. Alors vous allez voir avec des grands yeux: «Quoi? Mais non, il a pas le plus de victoires». Revoyez l'effectif parce qu'il a pas énormément changé entre 2024 et 2025 et voyez ce qu'il en a fait. Imaginez-le avec une écurie un peu plus fournie. Mm. Voilà, juste ça. Enfin, je vais pas dire d'équipe qu'on n'avait pas envie de regarder, on est passé à une équipe qui: «Oh merde!» Donc non, voilà, pour moi, c'est ça. Donc c'est plus, je suis d'accord. Allez, Très on y bien. va. Les conseils. Bon, il y a manqué de power, hein, quand même, au cœur du line-up. Si on a un Elie de la Cruz qui qui merdouille un peu, c'est ça va être compliqué. Bon, il leur faut un slugger confirmé. Que ce soit via un trade, exemple, un première bat, un première base pour un left, un outfield gauche, pardon, avec, plutôt du power ou juste signer un free agent à court terme. Il faut ramener une menace à plus de 30 HR, en fait. Voilà, un joueur capable de t'apporter plus de 30 HR. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur frappeur, il est qu'à 22 HR dans l'effectif. Il faut recruter un closer. Bah non, Pagan reste. Eh oui, Donc j'allais dire, il fallait des trucs, mais non, ils l'ont, leur closer. Donc ça, c'est bien. Par contre, il faut renforcer le setup du bullpen pour protéger les jeunes starters parce que la rotation est très bonne, hein, tu l'as dit, mais elle dépend énormément je vais reprendre 3 joueurs que tu as cités, Lodolo, Greeny, Abbott. Donc il faut éviter un peu la surcharge sur ce trio. Il est essentiel d'avoir un pont solide entre le starter et la fin de match. Donc un ou 2 vétérans pour prendre la 7e et la 8e régulièrement pourraient préserver les jeunes bras et éviter les craquages et les TG. Il faut encadrer la progression d'Elie de la Cruz parce que Elie, bah, ça reste un phénomène, mais son développement, il stagne un peu. Son power slump de 43 matchs sans HR, ça a coûté cher dans la course au playoff, hein, et dans le amassage de victoires. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. un Puis une massage. gestion, ouais, pas un massage. Bon, Oui, bref, merci. l'accumulation. Bah oui, puis c'est sa gestion physique aussi parce que tu as bien vu qu'en août, il était vidé. Il était vidé, donc il faut une meilleure protection. Et prioriser la santé et la stabilisation de McLean. Tu l'as dit, après 1 an d'absence, il a pas retrouvé encore son tempo, mais son importance dans la structure offensive, elle est énorme. S'il redevient un hitter à 800 d'OPS, l'équipe change de dimension. Il faut l'accompagner avec un vrai programme d'intersaison, un rôle clair dans le line-up et moins de pression en début de saison.
Il faut gérer aussi les montées des pitchers, des prospects. Donc Burns, intégrer progressivement. Loader, ça peut devenir un 4-5 très stable après les spring training. Et Petty, encore un petit peu de temps en triple A, ça ferait pas de mal. Stabiliser et surtout le poste de première base. Tu l'as dit, entre Encarnacion Strand blessé, Steer ballotté et Stewart qui est comme une pomme pas encore mûre, et c'est un peu difficile. Donc pourquoi pas faire signer un vétéran, pas trop cher. Ty France, très bien. Il apporte pas mal de choses. Du power au bâton, un vétéran fiable en première base, voilà. Et Ouais, de puis la gueule, hein. ça aurait de la gueule. Et Francona, content. Sitôt content. Tito content. Voilà pour les trucs. Tu veux que je fasse les Cardinals peut-être, vu que tu as perdu ta fiche? Ah, Que je j'ai te perdu la ma fiche, chance, mais te je laisse la pourrais, triche. mais je Moi, pourrais, je pourrais quand même composer avec les Cardinals. Moi, ce que je peux dire, c'est que les Cardinals, c'est 78 victoires, 84 défaites. Ils nous ont surpris en première partie de saison avec du c'est vrai. positif jusqu'en juin, vraiment bien. Des joueurs qui sont donc assez au niveau statistique assez comment dire productifs. Je reviens sur ces joueurs-là. En défense, on a eu quand même Mason Wynn, le shortstop, qui a obtenu son Gold Glove cette saison, et Alec Bullerson, un Silver Slugger. Par contre, après au niveau de l'équipe, au niveau de la WAR, tu vois, je vais te dire, tous ceux qui sont au-dessus de 2 au niveau de WAR, Wilson Contreras, Brendan Donovan, Mason Wynn, Victor Scott, le second, et Ivan Herrera. Tout Qui ça, est très bon en défense, Scott, des second. exactement, exactement, ouais. Et donc en fait, ces joueurs-là, et Alec Bullerson, il est à 1,8, mais franchement, il est pas trop loin des deux doigts. Et là, on voit un infield qui est hyper compétitif au niveau attaque, et même alors défensivement, ça a Même été un peu la défensivement. bagarre. Ouais, allez, Ah, ils ont quand même eu quelques bourdes quand même cette saison. oui, certes, mais c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. On les attendait pas là au niveau où ils ont, enfin, en termes de victoires qu'ils ont engrangé, je les voyais pas en prendre autant, tu vois, moi, pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nolan Arenado, il a fait un très bon début de saison aussi, de ce qu'on a pu voir. Au niveau des lanceurs, Sonny Gray, bah écoutez, là, Boston l'a eu pour la saison prochaine. Lui, il a été quand même le start, l'ace de l'équipe en 2025. Euh, Petit bémol avec Andrew Pallant, Miles Mikolas, Eric Fedé et Michael McGreevy qui ont été vraiment en dessous. On continue avec les joueurs en dessous. Alors oui, quand il va être comment dire débauché, Ryan Hesley, pareil, a été méconnaissable. Là, il est libre. La relève a su quand même faire le job, mais il y a eu quand même quelques points d'anicroche avec eux. Ouais, Voilà, le bullpen, il a quand même été alors mis à part, relativement bon. Voilà. relativement bon quand même, Romero, Leylis, Vanson, O'Brien, c'est plutôt un point fort, tu vois? Oui, c'est point fort. J'ai bien aimé Brandon Donovan aussi, il a été vraiment très bon. Enfin, tu sais que j'aime ce genre de joueur un peu Oui, utility player, ouais, mais il a été aussi plutôt très bon. Walker, c'est une énorme déception. oui. Voilà, par ça, je sais pas quoi te dire, hein. Ah, si, il y a Est-ce que peut-être, Nolan Arenado partira ou pas? ouais, et puis il y a le futur qui arrive, Gigi, j'arrive pas à dire son nom, Witherholt. C'est plutôt pas mal ça, ça a l'air bien. Bon, la note. Des Cardinals quand même assez surprenant, je trouve. Tu vois, quand je l'ai regardé, je me suis dit, bon, encore, ça va être une saison où ils vont faire les 70 victoires max. Là, ils se rapprochent quand même du 80-80 quand même, hein, mais bon. La note, c'est moins. Voilà. Je suis OK. J'allais dire c'est moi. Mm. Parfait. Voilà. Pour Il y a les du mêmes, taf. il y a des choses, mais c'est pas inintéressant. C'est pas Ouais. mort. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, quoi. Ouais, ouais. Mais Mm. il y a des bonnes bases. En tout cas, il y a des bonnes bases pour avoir une équipe intéressante.
Donc Compétitive, ouais. ouais, et pour que ce soit serré, parce que je pense que ça peut être serré. Tu vois, Heu, ils finissent quand même à 5 matchs de bon, c'est beaucoup 5 matchs, je le sais, mais ils finissent quand même à 5 matchs des Reds, tu vois? C'est pas un 10, 12, 14 matchs comme on peut le voir parfois. ouais, c'est ça. Non, mais on savait que le ça allait être serré, mais pas ça peut être encore plus serré l'an prochain. Si, à une seule condition, si ils cherchent un véritable ace pour reconstruire la rotation. Parce que la Mmh, rotation actuelle, elle peut pas juste se contenter de survivre. Il faut gagner. Il ouais, manque un starter, un numéro un et un numéro 2 capable d'éviter les longues séries de défaites, d'alléger le bullpen, de donner une identité à la rotation. ouais. Bon Mmh courage, mh. parce que là, on peut passer de 76-84 à plutôt 84-76. Ouais, Mmh. Comme tu l'as dit, il faut, prendre une décision sur Nolan Arenado. Soit on le garde en espérant, qu'il y ait un rebond, un vrai, soit le trader maintenant, ça reste encore une valeur. Donc, à eux de voir. Revoir entièrement la formule offensive parce que la défense des Cards, franchement, moi, je l'ai trouvée très belle et très bonne. Heu, mais par contre, il y a des difficultés sur le center field. Voilà, Scott the Second, tu l'as dit, il est très bon en défense, mais au bâton, c'est un peu faible. eh ouais, Le champ droit, Walker, je l'ai dit, grosse déception, il progresse pas. Gorman, Donovan, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donovan, pour moi, ce serait, leur signer, mais bon, voilà, clarifier un peu troisième, deuxième base et il faut du bâton, middle order. Idéalement, un jeune entre 25 et 29 ans, assez dans la force de l'âge, avec suffisamment de maturité pour, nous claquer un petit 25 home run, et restructurer le line-up. ouais, Avec une arrivée de Winterhold, plus tard, ça peut être sympa. Parce qu'en 2026, ce sera pas une star, hein, ne vous y attendez pas. Mais il peut devenir la superstar dont Saint-Louis manque. Il faut qu'il soit testé là dès le spring training, être positionné deuxième base ou troisième base et être mis dans un environnement où, il va pas être attendu comme le messie. Et si on fait ça, on aura un bon développement de ce jeune. Continuer à capitaliser un bullpen qui est déjà bon, je te l'ai dit, donc investir dans la rotation surtout, continuer sur la philosophie, close finir en comité en fait, hein. Finalement, ça a été ça. Donc Romero, O'Brien, Svensson, c'est les clés en fonction du moment. Ça peut être bien et ouais. puis sortir, du statu quo, hein, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est Ah, encore un toujours pareil, hein, c'est ça. 78-84. Ouais. Donc voilà, et puis ouais, échanger Gray, ils l'ont échangé donc mais je sais plus contre quoi. Arenado et pourquoi pas Donovan, ça peut être aussi une monnaie d'échange qui peut rapporter. Allez, voilà, c'est tout pour, Allez, Saint-Louis. on prend la direction de Pittsburgh alors. Ah putain, j'ai des trucs à dire. Allez, vas-y, il faut que tu ailles vite. Faut que j'aille vite Ouais. avec Pittsburgh. Mmh Pourquoi? mh. Tu as beaucoup de trucs à dire avec eux? J'ai beaucoup de trucs à dire et je vois l'heure et il faut que je retourne travailler au bout d'un moment. Allez, ça va. Allez, c'est parti. Donc en fait, les Pirates, ils ont eu le meilleur lanceur de baseball hein, au monde, je pense, avec Polo. Ils ont connu quand même une saison 2025 hyper difficile, 71 victoires, 5 matchs en moins que 2024, un début de saison poussif qui a coûté le poste à Derek Shelton. L'attaque des Pirates figurait parmi les plus faibles de la MLB, mais par contre, voilà, le contrebalancement, c'est qu'ils ont des performances des lanceurs qui ont été globalement impressionnantes. Je m'explique. Paul Skinnies, de nouveau Cy Young de la Ligue nationale, enfin de nouveau Cy Young de la Ligue nationale. L'année dernière, il a été Rookie of the Year. Skinnies a encore affiché la meilleure moyenne de points mérités, les rats 1,97 avec 216 retraits sur 187 manches, point 2 lancés. Une domination, une domination sans partage. Par contre, il n'a remporté que 11 matchs. Coucou l'attaque. Ce résultat voilà, est davantage lié à la composition de l'équipe. Il n'y a aucun reproche à faire à Skennies. Il a été au-dessus de tout le monde. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite,
On a vu arriver des jeunes lanceurs, nouvelle génération avec Braxton Ashcraft, Hunter Barco, qui font tous les deux leur début en MLB, comme Bubba Chandler, un espoir de premier plan. Il a Si été tu es tradé. d'accord avec moi, c'est ça? Ouais, mais il me Ch- semble que je sais plus lequel a été tradé récemment. Mais oui, oui, c'est des jeunes, sans compter Voilà, la Jaren Jones qui a été blessé, qui est je jeune conti aussi. je exactement, je continue avec Chandler qui a été, assez pas mal pour ce jeune-là. 31 frappeurs retirés sur, alors avec 4 buts sur balle uniquement en 31 manches. Les releveurs, David Bednar, il retrouve la forme, après avoir un petit passage en ligue mineure. Il a retiré 51 frappeurs en 38 manches et a enregistré 17 sauvetages avant d'être échangé chez les Yankees. Denis Santana et Isaac Matson ils ont été révélés être des releveurs fiables. Voilà. L'attaque des Pirates, rien d'exceptionnel, ça c'est sûr. Donc pour les joueurs, enfin pardon, pour les points positifs, je n'ai que ça à vous dire. Le mauvais, on va le voir ensemble, Julien. L'attaque qui n'a pas été une des plus productives, une des plus efficaces, présence sur base pratiquement inexistante. Voilà, c'est vraiment Brian Reynolds, il a un record personnel sur les doubles qui est 38. Par contre, au niveau du slinging, on a 402 sur 154 matchs. Voilà. O'Neal Cruz, une grosse fainéasse. Il a été même, t'en rappelles, qu'il a été même sanctionné pour inactivité, manque d'activité, pardon, pour aller au premier but. T'en rappelles pas de ça? Ouais. Si, si, Il je a me été rappelle. retiré. Voilà. Deuxième moitié de saison catastrophique. Il termine avec le plus faible pourcentage en WOBA, un pourcentage de retrait surprise à 31%, qui le place parmi les 15 derniers de la ligue. Des champs intérieurs, on va dire sur régulier ou irrégulier. Pour moi, tout a été un tout en fait finalement dans les points négatifs, c'est-à-dire l'infield, défensivement, il y a eu des erreurs. En outfield, je vous raconte pas, c'est pareil. Le manque de productivité offensive fait que, bah, voilà, on gagne pas les matchs comme ça, et surtout avec des joueurs qui traînent les pieds. Voilà. Pour moi, c'est un D. Ah, tu m'en as dit de faire vite, hein. Ouais, bah, D aussi, je peux pas trop. Tu peux pas me Parce que contredire, hein. non, mais tu sais que j'aime bien Pittsburgh et ça me fait chier, Et mais je ouais, sais, D. D parce que pour moi, je sais que c'est tu es objectif. c'est une grosse déception, quoi. C'est une grosse Oui, D déception. comme déception, voilà. D comme déception. Tiens, en parlant de avant de faire les conseils, la news qu'il y a eu, hier soir, c'est que comment? Johan, Oviedo, qui était un jeune lanceur, a été tradé, à Boston contre, The Password. Oh! Et oui, Justin Stone Garcia qui part, du côté donc on ajoute un bâton. Bon, voilà, c'est pas un bâton sûr, mais on ajoute un bâton. Non, parce que les conseils vraiment, c'est il faut arrêter, il faut d'être une attaque fantôme, quoi. Faut exister au bout d'un moment, quoi. Eh ouais. Mais il leur faut un minimum, c'est 3 vrais bâtons MLB. Pittsburgh ne peut pas jouer en 2026 avec un OPS collectif à 655. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Il C'est faut fou ça. ajou Ouais. il faut ajouter quelque chose qui est du peps tout de suite. Une batte puissante du 25 à 30 qui t'offre du 25 à 30 HR, un OBP guy, pour stabiliser le line-up, un outfield ou un première base DH fiable pour encadrer les jeunes. Coucou Bellinger si tu veux venir. Heu, Ils ont pas besoin de stars en fait, mais juste de 3 hitters simplement compétents pour arrêter de gaspiller le temps de Skins et compagnie. Parce que tu vois, j'en reviens, mais O'Neal Cruz, je peux aussi comprendre qu'il soit frustré et que des fois, il ait pas envie de courir. Tu vois, il est spectaculaire, il est unique, ouais, il est régulier, ses chiffres stagnent. Il y a un swing, qui part souvent en vrille. Mais qu'est-ce que tu veux? Il se retrouve à Pittsburgh en se disant, «Bah, ouais, mais il y a jamais rien autour». Donc il y a aussi se positionner là-dessus. Soit on le trade, soit on construit un vrai plan autour. Mais attendre 1 an de plus, c'est prendre le risque de perdre un joueur actif, tu vois? Ouais. Aujourd'hui, la structure 2, 3, 4, 5, elle n'existe pas dans le line-up. Donc il faut un vrai numéro 4, un vrai numéro 3
et un numéro 2 avec du contact. Ouais, hein, coucou Luis Arraez. Ouais. Tu vois? Coucou Mais non, mais Schwarber, coucou regarde. Arraez, coucou Non, mais là, tu fais pas regarde, Bellinger, ça peut être un truc qui se tente. Arraez, c'est pas un truc forcément cher et en effet, tu ouais, peux mais ils aller vont jamais venir à Pittsburgh vu le J, ils ont pas de sous, mais c'est des j pinces. non, j'y viens après. Allez, il faut encadrer la rotation pour ne plus dépendre que de Skins, stabiliser derrière Keller, renforcer si Jones il tarde à revenir, encadré par un vétéran capable de 160-170 inning pitch. Pas forcément une superstar, mais un vétéran, quelqu'un parce qu'eux, ils font qu'avec, ils ont une flopée de lanceurs. Faut pas tu vois, j'ai envie de dire, faut pas revivre la saison où Skins, il te fait que des masterclass, sans run support, ni victoire, tu vois? Il faut fixer des rôles clairs dans le line-up, ça je te l'ai dit. Reynolds, il arrive, c'est bien, il commence à montrer des signes de régularité et enfin de quelque chose sur lequel on a parié qui paye. Tu vois? Clarifier la troisième base, et le shortstop, Triolo, Gonzalez, Johnson. Choisir un DH stable aussi, pour épauler aussi, McCutchen, parce que McCutchen, il y en a plus pour longtemps Il est non pas plus. éternel, ouais. Ouais, accélérer peut-être certaines arrivées de prospects, tu vois? Connor Griffin, ça peut Mmh. être un outfielder, starter dès l'été 2026. Termarr Johnson dans l'infield, il peut aider rapidement. Harrington, Barco, ça peut aussi stabiliser la profondeur. Donc voilà, ça peut être le vrai renouveau du club. Capitaliser aussi sur, Denis Santana comme closer numéro 1. Mmh. D'éviter de dépenser, le Des milliers. bullpen, Mmh. voilà, tu vois? Des millions et te concentrer sur ta ressource financière sur l'attaque. Donc voilà et pourquoi je pense qu'ils doivent dépenser et pourquoi ils vont dépenser parce que déjà tous les signes sont clairs qu'ils veulent dépenser pour l'instant en ce début d'off-season. On parle beaucoup de joueurs, qu'on n'aurait jamais pensé, voir sur les shortlists des Pirates. Je m'attends pas à des folies, mais il faut un mix et pourquoi? Parce que Skins, il force justement, avec les déclarations qu'il a eues l'année dernière en cours de saison, à dépenser. Il est déjà trop fort pour l'écosystème, des Pirates actuels, Skins. C'est un pitcher, qui est avec une ERA, tu as dit à 97, 1,97, ouais. 216 K, un whip qui est à 0,95. Voilà, on a, c'est un ouais, C'est c'est un peut-être futur, un c'est un mec qui vaut les Dodgers, qui vaut, enfin des grosses équipes, hein. ouais, mais tu vois, on va pas parler de Hall of Famer parce que j'ai failli devoir sortir Hall of Famer. Non, mais Non. c'est un peu comme Jacob deGrom, tu vois? C'est un pitcher, générationnel, on va dire. Tu vois, ils peuvent pas il y a 3 ans, ils ont une fenêtre de tir là qui se raccourcit et le risque, c'est de le perdre psychologiquement, hein, tu vois? Skin, c'est pas juste un S, c'est aussi un phénomène marketing, tu vois? Et Ah bah sportif. oui. Mmh. Ça vaut du Strasbourg, du Ohtani, du Verlander, tu vois, au pitchings. C'est voilà, il faut offrir du line-up à ce joueur. Mmh. Il ne va pas signer d'extension si le club ne veut pas gagner, même s'il dit qu'il aimerait bien rester à Pittsburgh et emmener Pittsburgh vers le haut. Il loupe Mais des triple crown, hein, comme ça, hein. tu vois, des Ah, pitchers ouais. ouais, mais des pitchers générationnels qui ont forcé des cycles, il y a des exemples. Félix Hernandez à Seattle, Oui. Jacob deGrom. Les Mets, ils ont quand même été poussés à recruter. Kershaw, les Dodgers, ils ont dû investir massivement parce Ils ont trop qu'avant trop investi. oui, après ils ont claqué comme des fous, mais entre 2013 et 2020, tu Ouais, vois, les meilleures ouais. années Kershaw, ils ont su l'entourer pour le garder. Donc les Pittsburgh, enfin, ils en ont eu des bons joueurs. Ils ont eu du Garrett Cole, ils ont eu des choses comme ça. Mais Garrett Cole n'a pas fait ce que Skins est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas le premier qui sera. Il y en a eu d'autres, hein, je sais plus quel autre lanceur. Voilà.
tu vois, on doit pas revivre un Gerrit Cole avec, Skins. C'est-à-dire, il se passe pas grand-chose et c'est tradé après, aux Yankees. Non. Donc pour moi, tu vois, c'est une pression naturelle. C'est un phénomène. Les Pirates, ils savent très bien que s'ils ne dépensent pas ou qu'ils ne se renforcent pas tout de suite, notamment en attaque, ils vont gaspiller les bonnes années et la fenêtre de tir, elle se réduit. Mmh. Et dans une franchise comme Pittsburgh, ce serait catastrophique pour l'image et pour le futur aussi parce que voilà, je te dis, il y a déjà eu Gerrit Cole, là, Paul Skeens, ils vont pas en avoir encore 50, hein. Donc voilà. Et pour conclure sur ce conseil de classe, si tu veux bien, bah, la NL centrale, c'est simple, c'est des Brewers qui dominent, des Cubs qui insistent, les Reds qui arrivent doucement, et derrière Saint-Louis stagne, et tandis que Pittsburgh, eux, sont en train de prier pour pas gâcher Skins en 2026. Mais en gros, il y a besoin que d'une petite étincelle pour tout faire exploser, on l'a dit, hein, tout se Mmh. resserre. Et ça peut être 2026 peut être une saison folle en NL centrale. Je sais pas ce que tu en penses. La NL centrale, on l'a vu, hein, est beaucoup plus forte que la L centrale déjà. Rien qu'en termes de victoires-défaites des équipes, offensivement, on l'a dit, hein, de toute façon, les équipes là à 60, plus de 70 victoires, ben voilà, elles sont 5, hein. En AL, c'est pas top quoi. Non, c'est pas top. Et non, mais tu as raison, intrinsèquement, elle est plus forte que la L centrale. Et Preuve en plus est, agréable à voir. le derby de l'Ohio a été remporté par Cincinnati Et pour la plus première agréable à fois voir. Tu vois, depuis. j'étais beaucoup plus hype de regarder des matchs de la NL Central que la L Central. Ouais, on m'en parle pas. Non, mais tu vois, blague à part, Cincinnati a remporté le derby de l'Ohio et ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas remporté? Hop, 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 Ouais. hop, hop. Donc pour te dire, les choses bougent quand même positivement dans la NL centrale. Donc Mm. moi, je m'attends à des off-season où ils soient intelligents. Tu vois, il y a les Saint-Louis Cardinals ont besoin d'être intelligents sans dépenser beaucoup. Les Pirates ont besoin de mettre un peu la main à la poche et de faire et avec un noyau, une multitude de prospects qui peuvent faire encadrer. Et derrière, tu l'as vu, c'est pas des gros achats, c'est pas des choses. On n'est pas, à part quelques reconstructions de bullpen pour les Cubs, mais on n'est pas sur des choses mirobolantes, quoi. Mm. Donc il y a moyen d'avoir une NL centrale 2026 explosive, ouais. Il faut pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout pour on referme ce conseil de classe? On referme. Felindra, tête de chibre. Hem, Oh, putain, c'est là que ça dérape. ouais, fallait que je la sorte, je sais pas pourquoi. Rien à voir, rien. Bon bref, on se quitte sur ce T'imagines un conseil de gros cla chip comme ça? voilà. Ça part en couille. Putain, j'ai dit 2 minutes, il faut que je mange et il faut que je retourne travailler. Hem On espère que ce conseil de classe vous a plu. Si vous avez, des commentaires à faire sur si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, bah, n'hésitez pas sur X ou sur notre Discord communautaire. Au moins un commentaire, Au quoi. moins un commentaire ou un pouce. N'hésitez pas en tout cas, à nous écouter, à nous partager, à vous abonner au podcast. Et puis voilà, et puis nous retrouver chaque jour en ce moment et chaque semaine. On vous rappelle notre petit calendrier de l'avant et surtout, bah, on se retrouve chaque semaine, c'est ça le plus important. Il nous reste plus qu'à vous dire, une bonne journée, un bon après-midi, une bonne route, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit si comme moi vous allez aller manger, un bon caca si vous allez faire caca, mais j'y vais pas. Voilà et surtout Safety first. safety first, jamais les 2 en même temps. L'hygiène, En c'est même temps. primordial. Il nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et puis joyeux Noël. Bah ouais, joyeux Noël. Al Et la semaine prochaine, on attaque l'Est. l'Est, OK. AL-Est, NL-Est. On se retrouve la semaine prochaine. Oh! Allez, Allez les J, allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao. ciao.